La vulgarisation scientifique, ça passe beaucoup par les médias. Il n'y a aucun média qui a été invité autour de la table. Sur la question des médias versus les réseaux sociaux, c'est un drame de nos propres nos propres enfants qui tout à coup naviguent dans une espèce d'univers où là, il faut qu'eux départagent le vrai du faux. Donc, qui sont les forts? C'est les médias. L'espèce de posture de base, de cultiver l'esprit critique des journalistes, est vraiment utile justement pour pouvoir donner des clés au public face à cette vague technologique actuelle. Il s'agit de mieux soutenir nos médias locaux et régionaux qui sont un des piliers de notre démocratie locale. C'est fondamental également pour le sentiment d'appartenance à notre communauté. Mais j'ai l'impression qu'il y a une réflexion à avoir. Le 15 février 2024, le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, Éric-Pierre Champagne, a abordé la crise des médias et ses retombées. Pendant que les médias cherchent des solutions, et ils cherchent, je peux vous le dire, il faut se rappeler pourquoi il est important d'avoir des médias et des journalistes qui informent le public. Dans son plus récent rapport, le Forum économique mondial a identifié la désinformation comme l'un des risques les plus importants pour la planète au cours des prochaines années. Au moment où l'intelligence artificielle prend son envol, voilà qui est inquiétant, pour ne pas dire terrifiant, n'a pas manqué de souligner le président de la FPJQ. Dans son rapport Prêt pour l'IA, émis le 5 février 2024, le Conseil de l'innovation du Québec souligne à maintes reprises les risques et les effets de la désinformation en lien avec la démocratisation de l'intelligence artificielle. Je m'entretiens avec l'innovateur en chef, Luc Sirois, ainsi que deux acteurs clés de l'information et des nouvelles technologies dans les médias, Chloé Sondervorst, réalisatrice à Radio-Canada, et Bruno Guglielminetti, spécialiste numérique et animateur du balado Mon Carnet, pour aborder, entre autres, cet enjeu. On parle beaucoup de sensibilisation puis d'informer la population. Aussi de manière transversale, moi je voyais qu'on parlait de désinformation, de médias sociaux. J'ai vu médias sociaux quelque chose comme 6 fois, je pense, mais rien par rapport à la stratégie relevant des médias, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux valoriser les médias. On le sait que c'est quand même, je te cacherai pas qu'on est en crise au Canada. Oui, dans tout le rapport, il n'y avait aucune mention en fait de la place des médias là-dedans, sur le rôle qu'ils doivent jouer. Je sais que des fois on fait une meilleure job, des fois une moins bonne job, mais ne serait-ce que les médias spécialisés, de voir comment on peut contribuer justement pour être un véhicule de cette information-là, que ça passe bien, que ce soit vulgarisé. Pourquoi tu penses que ça n'a pas été abordé dans le rapport? C'est une maudite bonne observation. On aurait pu aller vraiment plus loin de ce côté-là. Puis toute la problématique, la réflexion de la société sur ce problème-là, on aurait pu l'intégrer dans la question de l'IA. Tu as raison. J'essaie de penser pourquoi que ça n'a pas ressorti cet aspect-là. Je me suis dit, tiens, réflexion intéressante. Je ne m'attendais pas à avoir ce genre de propos-là. C'est probablement pour ça que je n'ai pas été surpris. Parce qu'il n'y a aucun média qui a été invité autour de la table. C'est essentiellement des gens, des académiques, des gens d'affaires qui étaient autour de la table pour discuter dans différentes sphères qui sont leur spécialité, comment ils envisageaient l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'intégration, son fonctionnement. Et c'était arrivé de l'intelligence artificielle dans leur domaine à eux. Je pense que la question de la composition du groupe et des experts qui est venu autour de la table. Les experts, on en a choisi beaucoup proactivement en se disant c'est à qui est-ce qui doit bien, qui devrait être là. Beaucoup se sont aussi identifiés en disant hey, moi j'ai une opinion là-dessus. Fait qu'on a mis tout le monde. Mais la partie des médias n'était pas aussi bien couverte. Moi, je le vois beaucoup, puis sur la question des médias versus les réseaux sociaux, c'est un drame de nos propres enfants qui tout à coup naviguent dans une espèce d'univers
où là, il faut qu'eux départagent le vrai du faux. Donc, qui sont les forts? Ben, c'est les médias. L'autre type de contenu auquel on est de plus en plus exposé, notamment les jeunes, c'est du contenu qui contribue à la désinformation. Donc, la désinformation et la mésinformation qui pullulent souvent sur le web, c'est typique du numérique. Et sous un format particulier auprès des jeunes, à titre d'exemple, on a un sondage qui a été mené en 2021 par la Fondation canadienne pour l'innovation, en partenariat justement avec l'ACFAS. Et on s'est rendu compte que parmi les jeunes Canadiens de 18 à 24 ans, en 2021 justement, 73 d'entre eux suivaient au moins un influenceur qui véhicule des idées considérées comme étant anti-scientifiques. Encore faudrait-il avoir accès aux critères là, qui ont permis de déterminer ça, mais c'est le constat. Et comment s'assurer que nos médias soient capables de découvrabilité, de connexion, de consommation aussi puissants que leurs concurrents qui sont des machines de technologie à créer de l'addiction puis à générer de la dopamine. Là. Oui, je suis très préoccupé. Mais j'ai l'impression qu'il y a une réflexion à avoir. Je sais que Luc Sirois, qui est l'innovateur en chef, qui chapeaute un peu les travaux, est quand même sensible par rapport à l'existence de ces médias-là, spécialisés et les généralistes. Donc, j'ai l'impression que dans un grand plan de communication entourant le rapport, il y aura un aspect, mais à l'intérieur, non. Je pense qu'une des clés, c'est en fait l'éducation. C'est mentionné dans le rapport pour la population. J'ai envie de parler d'éducation pour les professionnels des médias aussi. Oui. On a tous un apprentissage à faire. Il y a des personnes qui partent déjà avec une grande connaissance de ce domaine, d'autres moins. Entre les deux, il y a comme tout un panel. Mais le fait de soi-même apprendre le fonctionnement des outils, je pense que c'est quelque chose qui peut faire une différence. Et en même temps, d'utiliser les réflexes qu'on a déjà comme journaliste. Je reviens à la question de l'imputabilité. Quand une compagnie qui est justement dans le domaine de l'intelligence artificielle lance un nouveau produit, on peut parfois être soit un peu ébloui par les fonctionnalités ou désemparé, on se dit « ah, c'est pas pour moi ». Mais qu'est-ce qui se passe si on va voir derrière, comme on le fait pour n'importe quelle compagnie? Oui. Puis l'intelligence artificielle, si on simplifie beaucoup, on voit souvent l'imaginaire des robots qui est pas loin. Beaucoup d'articles dans les médias qui sont illustrés aussi avec des images de robots. Moi-même, j'ai un peu succombé à cette cible-là. Souvent, Oui. je continue à le faire parce que c'est parlant, ça peut être ludique aussi, mais à réfléchir, dans le fond, oui, les robots, et les humains dans tout ça. Parce que ces systèmes sont créés par des personnes, donc il y a des dynamiques de pouvoir, il y a des dynamiques d'exploitation aussi. Il y a eu des dossiers super intéressants récemment sur ces espèces de travailleurs dans des conditions hyper vulnérables, mais qui participent à la construction de ces systèmes-là, l'impact sur les personnes. Et donc, tu vois, c'est toutes des choses qu'on fait dans tous les domaines du journalisme, simplement de les transposer à ce domaine-là. Mais je pense que l'espèce de posture de base, de cultiver l'esprit critique des journalistes, est vraiment utile justement pour pouvoir donner des clés au public face à cette vague technologique actuelle. Selon une étude du MIT relayée par le président de la FPJQ, les fausses nouvelles circulent 6 fois plus rapidement que les vraies nouvelles. Une réalité qui, heureusement, ne laisse pas tous nos élus indifférents ou muets. Avec Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, on est très content de vous avoir à Sessions en entrevue. J'aimerais ça qu'on fasse un petit... on aborde le portrait de la crise des médias. Je crois que c'est assez palpable en ce moment. Il y a des retombées sur les médias régionaux, particulièrement, on le sait, avec la loi C-18 au fédéral, ça a été... fort de conséquences, il y a eu du bon là-dedans avec Google, on a eu des ententes, mais pour ce qui est des médias qui étaient en train de faire une transition numérique et qui étaient surtout se concentraient sur le papier, qui est un médium encore, je pense, une bonne partie de la population qui lit encore le journal papier. Là, avec la fin du Publisac, on a autre chose que vous proposez, puis là, vous êtes arrivé avec un plan de valorisation des médias. Est-ce que vous pouvez me parler de ça? Oui, tout à fait. En fait, il s'agit de mieux soutenir nos médias locaux et régionaux qui sont un des piliers de notre démocratie locale. C'est fondamental également pour le sentiment d'appartenance à notre communauté. Donc, on a différentes mesures à travers ce plan-là, notamment une politique de financement des médias où
50% de nos investissements là, iront directement et seront consacrés à nos médias locaux. Mais également, on en a profité pour interpeller Post Canada et plus particulièrement le gouvernement fédéral, le ministre Jean-Yves Duclos, pour qu'il analyse la possibilité de rendre à coût nul la distribution des journaux imprimés locaux et régionaux là, directement chez les citoyennes et les citoyens. Donc, que ce soit dans les boîtes communautaires qui sont à la disposition dans certains quartiers, que ce soit porte-à-porte lorsque c'est prévu par le réseau de distribution. Et on pense que Post Canada, en tant que société fédérale, a un rôle social à jouer. Puis on nationalise, puis on multiplie les points d'accès, puis on fait en sorte que ce soit distribué de manière plus écolo, j'imagine. Oui, exactement. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle environnementale à faire plus simple, mais d'avoir accès au journal comme tel, c'est pas l'équivalent de la publicité. Là, c'est vraiment de l'information qui est essentielle, encore une fois, au sentiment de vie en société, là, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que l'attachement à notre communauté. Maintenant que les médias ne peuvent plus non plus partager sur les réseaux sociaux, et les gens s'étaient habitués à obtenir leur information sur les réseaux sociaux, donc ça crée comme il y a une désinformation à monter aussi. Voilà, puis ça c'est préoccupant. Si on laisse le champ libre seulement à la fausse information, ben c'est une autre préoccupation. Ça prend la place qu'on lui laisse. La démocratie, ouais. Puis comment on met en application tout ça, là, dans le premier, comment on va s'assurer que c'est équitable? Tous les médias, quand on parle des médias, des fois c'est comme une patente, tu sais, une agglomération de médias, mais il y en a qui sont un peu plus lésés que d'autres, qui ont moins de moyens. Comment on fait pour s'assurer que ça va vraiment aller? Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers notre plan, on prévoit également la mise sur pied d'une table de concertation des médias locaux de notre territoire. Et la première rencontre aura d'ailleurs lieu d'ici quelques semaines. Donc, l'ensemble des médias locaux du territoire de l'agglomération de Longueuil vont être invités à participer à cette rencontre-là. Donc, ça va permettre également d'échanger sur les défis, de s'assurer de l'équité de nos politiques, de l'efficacité également. Donc, d'avoir des suivis là, en temps réel de la part des dirigeants, des dirigeantes, de celles et ceux qui sont directement concernés. Un début de solution pour les médias locaux et papier est l'accès à l'information en général. Mais qu'en est-il de la lutte contre la désinformation scientifique? Pour le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, reçu au plateau de notre émission C'est plus clair, c'est vraiment une question de littératie scientifique et de littératie numérique. L'éducation. Éducation, vraiment d'être capable. Comment ça fonctionne les réseaux sociaux? Presque dès l'âge de 2-3 ans, les jeunes jouent avec des tablettes et tout ça. Fait qu'essayer de faire comprendre comment. C'est pas parce que c'est le premier, le deuxième. Lorsque tu mets un mot-clé sur Google, premier, deuxième sort, que c'est vraiment la vérité, là. Mais je pense qu'il faut augmenter de beaucoup la littératie scientifique. On parle des jeunes, mais c'est vrai de tout le monde. Est-ce que la presse demeure le bon outil de vulgarisation à privilégier pour amener la science et les projets de recherche auprès du public francophone? Oui, tous les canaux sont bons, mais c'est sûr que j'ai beaucoup entendu ces 2 derniers jours, on parle beaucoup de la science pour les citoyens, la science pour les collectivités apprenantes et tout ça, mais en fait, pour avoir une belle démocratie, pour que la science parvienne au public, mais il faut aussi avoir des médias scientifiques comme Québec Science. C'est vraiment, vraiment important parce que c'est pas vrai que la majorité des Québécois et des Québécoises va aller lire la littérature scientifique, même si elle est en français. C'est pas accessible, c'est pas facile. Et donc, il faut qu'il y ait des médias, des journalistes scientifiques qui sont là puis qui peuvent amener tout ce qui est autour, qui viennent raconter l'histoire au complet. C'est donc qu'il y a consensus. Dirigeants, institutions scientifiques et médias vulgarisateurs s'entendent tous sur ce point. La littératie numérique et scientifique, ça passe en grande partie par le véhicule des médias de l'info et la rigueur des journalistes spécialisés qui luttent contre la désinformation et font rayonner la recherche et la science en français. Reste à voir si, à l'ère du règne des GAFAM et de la pollution intellectuelle, on se donnera les moyens de nos ambitions de pérennité au nom de la démocratie, de l'éducation et de l'épanouissement de la science.